Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire l'équation de la place en détail. C'est une équation très importante. Il y a la sœur jumelle presque de l'équation de la place qui s'appelle l'équation de Poisson. Et on va voir comment elles vont être reliées à l'équation de la chaleur que vous avez déjà commencé à étudier avec Christophe Rodier et François Stéphan dans quelques exercices. Mais moi, l'idée, c'est vraiment d'aujourd'hui de reprendre un peu les choses en main, petit à petit. Ok. Bon, il y a un opérateur différentiel qui est omniprésent dans les équations que vous allez rencontrer ces jours-ci, ce semestre en tout cas, c'est le Laplacien. Okay, donc on le dénote par un delta majuscule, un triangle. Okay, et donc c'est un opérateur différentiel, c'est-à-dire que ça mange une fonction et ça renvoie une fonction. Et le Laplacien, la manière de le définir, c'est comme étant la trace de la matrice hessienne. Okay. La matrice hessienne, c'est la matrice des dérivées partielles secondes de U. Et la trace, bah, vous savez bien, c'est la somme des éléments diagonaux. Une autre manière de le définir aussi, c'est comme la divergence du gradient. Okay, donc ça, on l'avait déjà vu le premier cours avec moi, donc je vous renvoie au lien que je vous avais déjà transmis. Et l'équation de Laplace, vous voyez, elle s'écrit Laplacien de U égale 0. Et la sœur jumelle de Laplace, c'est Poisson, c'est moins Laplacien de U égale F. Donc la différence, c'est le F. Hein. En Laplace, on a un F qui est nul. Les solutions de l'équation de Laplace s'appellent des fonctions harmoniques. On verra pourquoi elles s'appellent des fonctions harmoniques, quelles sont leurs propriétés, etc. Et on va voir qu'en fait, l'équation de la chaleur, l'équation de Schrödinger, l'équation des ondes vont être reliées à ces équations de Laplace, puisque l'équation de Laplace va décrire les états stationnaires de toutes ces équations-là. Okay, bon, on va voir petit à petit. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que bah, en dimension 1, c'est-à-dire lorsque x, c'est juste une variable, l'équation, elle est très simple, c'est une équation différentielle ordinaire, comme celle qu'on a déjà abordée précédemment. Okay, on a u'' de x égale 0. Voilà, rien de plus simple. Et ensuite, en dimension 2, bah, on a deux variables, on a x et y. Et donc, du coup, le Laplacien, c'est la somme de la dérivée partielle seconde de u par rapport à x et la dérivée partielle seconde de u par rapport à y. Et tout ça doit être nul. Et ça généralise ainsi de suite. Par exemple, en dimension 3, lorsque j'ai x, y, z, alors l'équation de Laplace s'écrit comme ça. Okay, voilà. Donc, maintenant, je vais commencer par vous partager mon iPad pour que vous puissiez, on va écrire à la main des choses. Voilà, parfait. OK. Donc, dans tout ce que l'on va faire, il y a 3 morceaux essentiels. OK. Il y a 3 parties essentielles d'un problème d'équation dérivée partielle. Donc, pour nous, il y a 3 parties essentielles. Donc, je le dis pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à enlever le petit mute de votre microphone et vous posez la question au moment où elle vous vient. Okay, voilà, comme ça, tout le monde entend et tout le monde profite de la question et on répond sans laisser les choses retardées. Donc, il y a 3 parties essentielles. On a tendance à juste penser à une d'entre elles qui est l'équation en dérivée partielle, hein, l'EDP. L'équation dérivée partielle, clairement, il nous faut ça. Mais il y a une autre partie qui est très importante également, okay, qui va être le domaine de résolution de l'équation dérivée partielle. En général, on le note oméga majuscule. Okay, c'est l'ensemble des points où l'équation va être satisfaite. Okay, on peut l'écrire, c'est l'ensemble des points, l'ensemble de points x, ici x c'est un vecteur, hein, c'est x, y, z, c'est toutes les composantes spatiales, où l'équation doit être satisfaite, où
l'équation doit être satisfaite. Et enfin, et troisième et sans doute un morceau essentiel également, avec le même poids, c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. OK? Conditions aux limites. Conditions aux limites ou conditions au bord, on les appelle des deux manières, bord ou limite. Et ce sont des conditions qui vont être définies sur la frontière de oméga. La frontière de oméga, on le décrit par le symbole dérivée partielle de oméga, mais ce n'est pas une dérivée, c'est uniquement un endroit, c'est un domaine spatial. Et donc, il faudrait peut-être que je m'attarde un petit peu sur le domaine oméga et sa frontière. Tout ça, c'est vraiment essentiel de bien comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, pour nous, oméga va être toujours un sous-ensemble de Rn, un endroit de l'espace. Okay, éventuellement égal à Rn. Éventuellement, il peut être infini. Et c'est l'endroit où vivent les points x de l'équation. Okay, et on va pouvoir distinguer les domaines un peu selon la dimension. Okay, par exemple, là, on aura oméga et là, la frontière de oméga. Alors, par exemple, en dimension 1, eh bien, les domaines, c'est rien d'autre que des segments, enfin des intervalles, finis ou infinis. Okay, donc, un intervalle ici que je vais noter AB. Et la frontière de cet intervalle AB, eh bien, c'est le point A et le point B. C'est la frontière. En dimension 2, je pourrais dessiner un patatoïde, quelque chose comme ça. Et le domaine, c'est tout ce qui est à l'intérieur du patatoïde. Donc là, ici, on aurait à l'intérieur quelque chose. Donc ça, c'est mon domaine oméga. Et comme vous pouvez donc l'imaginer, la frontière de oméga, eh ben, c'est le patatoïde, mais sans l'intérieur. Et puis en dimension 3, et ainsi de suite. Donc là, je peux imaginer par exemple une espèce de donut, un tore, comme ça, ou une sphère, ou ce que vous voulez, une pièce mécanique, ça peut être une piscine, un bâtiment, ce que vous voulez. Voilà. Et évidemment, du coup, la frontière, ça va être la peau du tore, ici. Ça, c'est la frontière. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit particulièrement clair. Qu'est-ce qu'on entend par le domaine spatial? C'est l'ensemble des points où l'équation dérivée partielle doit être satisfaite. Et le bord, ou la frontière, eh bien, c'est l'ensemble des points extrémaux de l'ensemble. Et c'est là où on va imposer des conditions physiques. Bon, je reviens à l'équation de Laplace. Okay, donc, l'équation de Laplace. Donc, il me dit Laplacien de U de x égale 0. Cette équation doit être vérifiée pour tous les points x dans l'ensemble oméga. Okay, pour tous les points x dans l'ensemble oméga. Très bien. Bon, on va essayer de l'analyser un petit peu en dimension 1, déjà. Donc, on va faire ça, un sous-point ici, en dimension d'espace 1. On fait du 1D. Bon. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, donc le Laplacien, c'est juste la dérivée seconde dans ce cas. Et donc, j'ai U' de x égale 0. Si j'intègre cette équation, donc j'intègre à gauche par rapport à x et à droite par rapport à x, eh bien, je vais trouver que la dérivée de u, ça passe des deux dérivées à une dérivée, est égale à une constante, C1. La dérivée d'une constante C1, c'est 0. La dérivée de U', c'est U''. Donc, pour passer de là à là, j'intègre. Et si moi, je cherche U, parce que c'est quand même ça l'objectif, je réintègre cette équation-là.
Et ce que je veux obtenir, c'est au final u de x est égal à C1 fois x plus une deuxième constante d'intégration. Et voilà, on a trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire la solution de l'équation de Laplace en dimension 1. Il y a une remarque intéressante à faire, c'est que c'est une fonction affine. Hein, c'est une droite ax plus b, c'est une fonction affine. Bon. Donc je prends n'importe quelle constante C1 et n'importe quelle constante C2, qui sont réelles, donc ici je peux le dire, C1 et C2, ce sont des constantes réelles quelconques, et alors ça satisfait que la dérivée seconde est nulle. Bon, très bien. Maintenant, mon domaine ici en dimension 1, parce que si vous vous souvenez, on a dit il y a 3 morceaux essentiels, c'est l'équation, le domaine et les conditions aux limites. Donc ça c'est l'équation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le domaine? Donc le domaine oméga ici va être un intervalle, puisque je suis en dimension 1. Je peux le prendre par exemple comme étant l'intervalle 0, 1, par exemple. Okay, donc selon le problème que moi j'ai à traiter, hein, ça sera le problème que j'ai à traiter qui va déterminer le domaine. Par exemple, si là je suis sur un problème de propagation par exemple de séisme, d'onde sismique, le domaine ça va être le pays sur lequel je regarde la propagation du séisme. Okay, ça sera le domaine oméga. Donc ici, mon domaine oméga, j'ai choisi l'intervalle 0,1. Bien, ça c'est mon domaine. Donc cette équation-là, elle est vérifiée pour tous les x entre 0 et 1. La frontière de oméga, ce sont les points 0 et 1. Donc je les mets entre accolades, non pas entre crochets, mais entre accolades, ce sont des points. Et si je veux déterminer de manière unique une solution, parce que là, vous voyez, j'ai une infinité de solutions pour le moment. En fait, n'importe quelle combinaison avec C1 et C2 me donne une solution, donc j'en ai une infinité. Si je veux fixer une des solutions, eh bien, il faut que je détermine, il faut que j'impose plutôt des conditions aux limites. Donc, il va falloir que je dise combien vaut U restreinte au bord. U restreinte au bord égale à quelque chose. Okay, comme j'ai deux bords, enfin, j'ai deux frontières, une en 0, une en 1, dire U restreinte au bord, ça veut dire U en 0 et U en 1. Et moi, ici, je peux fixer des valeurs arbitraires. Hein, donc, je peux dire ici, ça vaut alpha, et ici, ça vaut bêta. Et en fonction de comment je choisis alpha et bêta, je vais déterminer U de manière unique. Donc, reprenons cette expression de U qu'on avait initialement trouvée à l'aide d'intégration, d'une double intégration, et je la mets ici. Okay, bon, très bien. Maintenant, il faut que j'utilise les informations des conditions au bord. Okay, donc ça, c'est les conditions aux limites ou au bord, comme vous voulez. Il faut que j'utilise cette information des conditions limites. On va les mettre par exemple en orange. En orange, c'est pas mal. Voilà. Eh bien, comment je fais? Il faut que je remplace x par 0 et par 1. Si je remplace x par 0, je sais que je dois trouver alpha, et dans l'équation, ça me fait C1 fois 0 plus C2. Ceci implique que la constante 2 vaut alpha. Donc, vous voyez que j'ai deux constantes à déterminer. La première condition limite me donne une d'entre elles et l'autre, la deuxième. Il faut faire un peu le parallèle avec ce qui se passe pour les EDO. Ici, j'ai une équation d'ordre 2. U'' égale 0. C'est une équation d'ordre 2. Si je souhaite déterminer de manière unique la solution, il faut que je donne, par exemple, une position initiale et une vitesse initiale, okay, pour un problème de Cauchy. Là, on n'a pas un problème de Cauchy, là, on a un problème aux limites, donc il faut deux valeurs de U sur les deux extrémités. Hein, voilà, donc c'est un peu différent du problème de Cauchy, parce que le problème de Cauchy, je donne en un point uniquement deux conditions. Une sur la position et une sur la vitesse, c'est-à-dire la dérivée. Okay,
Maintenant, si j'utilise l'autre information, je vais avoir que U en 1 doit être égal à bêta, et ça va être égal à C1 multiplié par 1 plus C2, mais C2 c'est alpha. Ce qui implique que la condition C1, pardon, la constante C1 va être égale à bêta moins alpha. Okay, voilà, donc in fine, ce que je trouve, c'est que la fonction u de x est égale à bêta moins alpha x plus alpha. Voilà, c'est ma petite fonction affine, solution de l'équation de Laplace avec condition limite en alpha et en bêta. Donc on peut la tracer, si on est un peu de pensée géométrique, c'est toujours bien de la tracer. Donc j'ai 2 points qui sont 0 et 1. Et en 0, ma fonction, on a dit, elle valait alpha. Donc, voilà la hauteur alpha. 0, 1. Et en 1, on est à la valeur bêta. Par exemple, mettons que bêta, elle est là. Qu'est-ce que je trouve comme solution? Eh bien, je trouve la fonction qui est là. C'est la droite affine u de x. Okay, donc, l'équation de Laplace en dimension 1, avec condition de Dirichlet, bah, c'est pas non plus un truc délirant, c'est une droite affine qui passe par ces points-là. Okay, maintenant, vous pouvez faire une petite remarque rapide, c'est qu'est-ce qui se passe si alpha égale bêta? Remarque, si alpha égale bêta égale 0, on a ce qu'on appelle des conditions de Dirichlet homogènes. Dans ce cas-là, on va trouver une constante. Okay, alors, U est constante. Bon, c'est juste une remarque bête. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe en dimension 1. Maintenant, on va essayer d'aller à la dimension 2, toujours pour l'équation de Laplace, mais en dimension 2, en 2D. Donc, en 2D, je vais disposer d'un domaine oméga, okay, qui va être égal à ce que je veux. Ça peut être un cercle. Bon, je vais dessiner un patatoïde comme ça. Ça, c'est mon domaine oméga, tout ce qui est à l'intérieur du domaine. Et donc, la frontière, vous l'aurez compris, c'est ce qu'il y a un peu au bord. Bon, moi, je voudrais, donc, toujours en lien avec ce que j'avais dit précédemment, on a 3 morceaux. On a un premier morceau, c'est l'équation. Donc là, on l'a, c'est Laplacien de U en variable x et y égale 0. On a un domaine et on a des conditions aux limites. 3, ça serait j'impose que U restreinte au bord soit égal à une fonction g, g de x, y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'impose que U restreinte au bord soit égal à g? Eh bien, ça veut dire que si j'ai mon domaine oméga qui est comme ça, je vais venir tout le long du bord mettre une fonction qui pourrait être ce que je veux, hein, par exemple un truc comme ça. OK. Et donc, sur chaque point du bord, hein, donc vous imaginez ici qu'il y a des tiges qui relient chaque point du bord à chaque point de la frontière. Voilà. Okay. Eh bien, ça, c'est la fonction g. Okay. C'est-à-dire que j'ai pris un cintre, je l'ai déformé, j'ai pris un fil en métal, je l'ai déformé, ça me fait une forme qui est la fonction g, et j'impose que la fonction u soit collée à cet endroit-là. Okay, donc, au bord, elle doit satisfaire cette condition limite, et à l'intérieur du domaine, elle doit satisfaire Laplacien de u égale 0. Okay, donc, quelle est la tête de ces solutions? Okay, bon, je vais vous montrer rapidement ici donc sur Mathematica. Voilà, en dimension supérieure,
je peux, par exemple, prendre un domaine qui serait un disque, donc juste un petit cercle, ok, un disque de rayon 3, centré à l'origine, et avec des conditions de Dirichlet qui seraient cette fonction g, c'est sinus de x fois y, c'est ce que vous voyez ici. Okay, donc là, j'ai choisi la fonction sinus de x fois y comme condition au bord, c'est la fonction g. Maintenant, je vais tracer la solution, et voilà ce que je trouve. Okay, donc vous voyez que le contour, le bord de mon cercle, il est déformé en fonction de g, et à l'intérieur, je trouve cette espèce de membrane qui est la solution U. Okay, donc ça, c'est une solution de l'équation de Laplace. Donc Laplacien de U de cette fonction égale 0. Et les conditions limites sont sinus de x fois y au bord. Là, je peux changer la condition. Je peux par exemple mettre x moins y et voir comment cela change ma fonction. Donc si ma condition limite c'est x moins y, là vous voyez j'ai une espèce de disque incliné qui est du coup ma solution de l'équation de Laplace. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait trouvé en dimension 1, donc une espèce de fonction affine qui relie deux points. Là, ici, c'est tout le contour du cercle. Mais comme vous l'avez vu précédemment, on peut avoir des choses plus étranges. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je mets x fois y? Okay, si je mets x fois y, la fonction harmonique qui satisfait ces conditions aux limites, bah, c'est une sorte de Pringles, okay, que l'on trouve ici. Là, j'ai considéré un domaine, un disque, mais j'aurais pu considérer autre chose. Okay, j'aurais pu considérer, par exemple, un carré union un disque. Okay, alors, laissez-moi voir comment est-ce qu'on fait déjà les unions. Je ne suis pas certain, donc je vais vérifier rapidement la documentation. Je crois que c'est Boolean region ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Alors, par exemple, prenons ça comme géométrie. Donc là, vous avez vu la géométrie, elle ressemble à ça. Hein. Donc, je vais vous le montrer ici. Voilà, je suis bien là. Pourquoi je ne peux pas écrire? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, région de oméga. Donc là, ça, c'est mon domaine maintenant. Vous voyez, c'est 2 demi-lunes. Et je peux toujours résoudre l'équation de Laplace là-dedans. Donc, vous voyez, ce que j'obtiens, c'est ça maintenant. OK? Voilà. Très bien. Donc, j'espère que c'est clair, cette histoire de bord, de contour. Maintenant, je vais repasser sur l'iPad. Voilà. Donc là, on a cette histoire-là. Okay, en dimension 2. Après, en dimension 3, 4, etc., on peut continuer à faire la même chose, mais bon, je pense que c'est la même idée. Okay, très bien. Donc ça, on a utilisé des conditions de Dirichlet, c'est-à-dire qu'on a imposé la valeur de la fonction, okay, sur la frontière de oméga. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est plutôt que d'imposer une condition de frontière fixe, on peut imposer une condition de frontière sur le flux. Et ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de Neumann. Conditions de Neumann. D'accord? Donc là, on impose une valeur de flux à travers le bord, à travers la frontière de oméga. Okay, donc, la question c'est comment je fais ça? Donc, bon, si vous avez un domaine
oméga avec une frontière d oméga. Le flux va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a en chaque point un vecteur qu'on appelle le vecteur normal à la frontière en un point. Et ce vecteur normal, il dépend de l'endroit où je me situe. Okay, il n'est pas pareil partout. Il dépend de l'endroit où je suis. Les conditions de Neumann s'écrivent toujours sous la forme la dérivée normale de U égale quelque chose. Okay. Alors, par exemple, je pense qu'avec dans le cours de thermodynamique, vous avez déjà rencontré pour l'équation de la chaleur les frontières adiabatiques, c'est-à-dire les isolants parfaits. C'est-à-dire comme un thermos qui ne laisse pas s'échapper la chaleur en dehors du thermos. Et donc, dans ce cas-là, on aurait un flux nul. Okay, donc ça, c'est par exemple ce qu'on appelle des conditions de Neumann homogènes. Conditions de Neumann homogènes. Et qui veulent dire une frontière parfaitement isolante. C'est-à-dire que rien ne sort de la frontière. Et là, vous avez rencontré un élément nouveau, c'est cet objet-là, la dérivée de U par rapport à un vecteur normal. Bon, en fait, par définition, cette dérivée-là signifie, donc quand on met en mathématiques 2 points égales, ça veut dire par définition, okay, est égal par définition au gradient de la fonction U produit scalaire avec le vecteur normal nu. Okay, c'est comme ça qu'on calcule la dérivée normale au bord. Donc c'est cette expression-là que vous devez retenir, très bien retenir, parce que vous allez voir, ça doit se calculer à chaque fois. Alors prenons le cas de la dimension 1, qui est le plus simple. Donc en 1D, donc oméga c'est juste un intervalle AB par exemple, et la frontière du coup de A c'est l'ensemble qui contient deux éléments A et B. Bon, si je regarde que deviennent les vecteurs normaux à cet intervalle, je vais les tracer en rouge, eh bien de ce côté-là, c'est lui, le vecteur normal, et de ce côté-là, c'est lui, le vecteur normal. On prend toujours la normale sortante, okay, la normale extérieure sortante. Bon. Là, en dimension 1, le gradient d'une fonction U, c'est juste sa dérivée. En fait, c'est juste U'. Et donc, du coup, ici, on est en A, ici, on est en B. Là, le vecteur normal à droite, il vaut plus 1, tandis qu'à gauche, il vaut moins 1. Et donc, du coup, quand moi, je dis la dérivée normale de U restreinte au bord égale quelque chose, eh bien, en vrai, il y a deux équations qui sortent de ça. Une sur x égale petit a et une sur x égale petit b. Si vous faites donc le gradient de U, hein, c'est-à-dire si vous faites gradient de U scalaire nu, bah, comme le gradient c'est la dérivée, vous allez obtenir U' fois 1, donc ça va faire juste U' en B, qui doit être égal à, par exemple, je peux dire moi ici ce que je veux, bêta, c'est la condition que j'impose. Et de l'autre côté, je vais avoir un moins, parce qu'il y a un moins 1, U' en A égale alpha. Okay, voilà, donc c'est une condition en A, c'est-à-dire sur le bord de gauche, et une condition en bêta, pardon, en B, qui est sur le bord de droite. Et là, ce que vous voyez, c'est que les conditions de Neumann font intervenir la dérivée de U, et non pas U. Pour les conditions de Dirichlet qu'on avait vues tout à l'heure, ici, voilà, c'est la valeur de U qui est égale à
quelque chose. Ok. Là, ce n'est pas la valeur de u, c'est la dérivée, c'est la valeur de la dérivée de u qui est égale à quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est dans le cas de la dimension 1, c'est très simple. Et on va voir que dans le cas de la dimension 2, bah déjà c'est un peu plus compliqué. En 2D, bon, en 2D, vous voyez, je peux faire n'importe quel patatoïde, mais je vais me restreindre à un exemple beaucoup plus heuristique qui sera juste un rectangle. Donc sur ce rectangle, vous voyez, on a 4 frontières. Frontière 1, frontière 2, frontière 3 et frontière 4. Et pour chaque frontière, on va avoir des vecteurs normaux dans la direction sortante. Donc lui, on va l'appeler nu1. Lui, ici, on va l'appeler nu2. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant de prendre un rectangle, c'est que tous les vecteurs sur une des frontières sont le même. Hein. Sur la frontière F2, bah, tous les vecteurs normaux sont le même. C'est pour ça que ça simplifie pas mal l'analyse. Et là, ici, donc, on a le vecteur normal nu3 et ici, le vecteur normal nu4. Bon, maintenant, je peux faire l'inventaire de qui sont ces vecteurs-là. Donc, par exemple, nu1, c'est le vecteur de coordonnées -1 en x, 0 en y. Voilà. Nu2, c'est le vecteur 0 en x, -1 en y. Nu3, c'est le vecteur 1 en x, 0 en y. Et enfin, nu4 est égal à 0 en x, 1 en y. Voilà. Maintenant, si je veux imposer une condition de Neumann, par exemple sur la frontière 1, je veux dire que la dérivée normale de u sur la frontière f1 est égale à, par exemple, 5. Okay, donc j'impose un flux sortant égal à 5. Par définition, on sait que cette expression-là, c'est le gradient de la fonction u scalaire, le vecteur normal à la frontière 1, c'est-à-dire nu1. Et le gradient de la fonction u, c'est la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de u par rapport à y, c'est un vecteur scalaire, le vecteur nu1 qui est -1, 0. Ok. Qu'est-ce que j'obtiens quand je calcule ce produit scalaire? Bon, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Okay. Donc ça va faire uniquement moins la dérivée de u par rapport à x. Et ça, je dois l'évaluer en un point xy de la frontière. Mais la frontière est fin. Si là, je pose l'origine, que je dis que ça va de 0 à petit l et en y de 0 à grand L, eh bien, ce sont tous les points tels que leur x est nul et leur y, c'est une valeur quelconque. Okay. Et comme j'ai imposé que ça soit égal à 5, okay, eh bien là, ici, il faut aussi que j'impose que ce soit égal à 5. Et donc, comme c'est un point quelconque de la frontière, cette égalité-là doit être vérifiée pour toute valeur de y appartenant à l'intervalle 0 grand L. Okay. Puisque on a la frontière ici F1 où ça doit être satisfait. Bon, maintenant prenons un autre exemple. Faisons par exemple la frontière F2. Okay. Cette frontière que vous voyez là, pareil, je vais imposer une condition de Neumann, par exemple homogène. Donc cette fois-ci, je vais dire que la dérivée par rapport à la normale restreinte à la frontière F2 est égale à 0. Okay, donc là, je suppose que cette frontière-là, elle est parfaitement isolante. Il n'y a pas de flux de chaleur qui sort. Bon, dans ce cas-là, on recalcule qu'est-ce que ça veut dire la dérivée normale. Ça veut dire de manière équivalente que le gradient de u scalaire nu2 est égal à 0. Le gradient, c'est le vecteur des dérivées partielles premières.
scalaire nu2 qui est 0 moins 1. Et ça, ça fois ça plus ça fois ça fait uniquement moins dérivée de u par rapport à y évalué sur un point de la frontière f2. Et si vous regardez la frontière f2, eh bien, ce sont tous les points qui ont un y nul et un x compris entre 0 et L. Donc ça va être évalué en x, 0. Ça doit être nul. Et cette relation doit être vraie, quel que soit x compris entre 0 et petit l. Voilà. Donc, si je fais ça un peu plus grand, cette condition-là se traduit par cette contrainte sur la dérivée de u sur le bord. Okay, donc j'espère que vous avez compris cette histoire de conditions de Neumann dans le cas de 2 dimensions. Okay. Comme vous l'avez vu, dans le cas de la dimension 1, c'est beaucoup plus simple. Hein, c'est juste imposer les dérivées sur les bords. Et donc, du coup, on peut revenir un peu à l'exemple qu'on avait fait au départ. Mettons que on veut résoudre l'équation de Laplace u' de x égale 0 avec des conditions de Neumann u' en 0 égale alpha et u' en 1 égale bêta. Donc cette équation-là, elle est vérifiée quel que soit x appartenant à oméga. Oméga, c'est l'intervalle 0, 1. Et là, on a les conditions au bord, les deux dernières équations. Bon, pareil que tout à l'heure, si on intègre l'équation, on va se retrouver avec la fonction u de x égale une constante fois x plus une deuxième constante. Et là, les conditions limites que je dois appliquer vont me dire quelque chose de différent sur les constantes. Donc, si je dérive cette fonction, eh bien, il reste uniquement C1. Maintenant, j'évalue cette égalité en x égale 0 et j'obtiens que u' en 0 est égal à C1 et par la condition bleue, ça doit être égal à alpha. De la même manière, quand je dérive et que j'évalue en 1, je trouve aussi la constante C1 et que ça doit être égal à bêta. Et là, vous avez des relations liées. Comme C1 est égal à C1, ça c'est évident, eh bien, pour que cette équation ait une solution raisonnable, il va falloir imposer que alpha soit égal à bêta. Et si vous regardez, qu'est-ce que c'est alpha et bêta? Alpha et bêta, c'est la pente, hein, c'est la dérivée, donc c'est la pente de la tangente à la fonction u en 0 et en 1. Alors, c'est très 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 logique, il n'y a vraiment rien d'étonnant, on est entre 0 et 1. Bien. On sait que notre solution est une fonction affine. Et là, ce que nous dit l'analyse que l'on vient de faire, c'est que si en 0, j'ai une certaine pente, une certaine pente qui vaut alpha, eh bien, en 1, je dois avoir la même pente. Je ne peux pas avoir une pente différente puisque c'est une droite. Et une droite, elle a la même pente partout. Hein. Donc, si moi, par malheur, j'avais mis ici, par exemple, 0 et ici 3, eh bien, il n'y a pas de solution qui satisfait ces conditions-là. Elles sont incompatibles. Okay. Donc, c'est toujours important, en fait, Nous, on va faire des méthodes numériques ici. Donc, toute cette partie-là, à la limite, elle n'est pas particulièrement utile. Mais c'est important de le voir et de le comprendre bien parce que cela peut avoir un impact. C'est-à-dire que si vous allez prendre un code de calcul que vous n'aurez pas forcément programmé vous-même d'ailleurs, et que vous vous attendez à que ça donne une solution, par exemple quand vous allez faire du COMSOL, dans les cours de modélisation, de simulation numérique, etc., pour la majeure, peu importe celle que vous allez choisir, eh bien, vous serez parfois amené à trouver des résultats qui seront faux à cause de, par exemple, ce type de problème. Okay, donc, c'est important de garder un œil critique. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre dans ce cours, de déjà savoir implémenter les méthodes numériques sur MATLAB ou sur n'importe quel langage de programmation
comprendre les paramètres, l'influence du pas, du maillage, de la géométrie, l'ordre de l'équation, les conditions limites, les conditions initiales. Là, vous voyez que j'ai traité uniquement des équations qui dépendent de l'espace. Je n'ai pas parlé de temps, je n'ai pas parlé vraiment de l'équation de la chaleur, j'ai parlé uniquement des équations qui dépendent de l'espace. Alors, ces équations-là, l'équation de Laplace, elle est hyper importante, même si on ne parle pas de temps, de phénomène, là on est purement en stationnaire, pardon, parce que beaucoup d'équations qui sont instationnaires, donc des équations d'évolution, on va pouvoir avoir des informations grâce à l'équation de Laplace. Alors, je m'explique un peu. Je vous présente du coup une équation que vous connaissez déjà, qui est l'équation de la chaleur, qui dit l'évolution de la température par rapport au temps est égale à le Laplacien de U. Ça, c'est l'équation de la chaleur. Ici, U est la température à l'instant t et à la position x. Si vous mettez un petit i, qui est le nombre complexe, 2 carré égale moins 1 devant, cette équation-là, qui ressemble beaucoup à l'équation de la chaleur, porte le nom de l'équation de Schrödinger. Et elle décrit des phénomènes en mécanique quantique. Si au lieu de mettre une dérivée première en temps, vous mettez une dérivée seconde en temps, ce que vous obtenez, ça s'appelle l'équation des ondes. Bon. Et vous voyez que pour ces trois équations-là, le Laplacien à droite est toujours là. Okay, c'est le point commun. Maintenant, si moi je me pose la question, quelles sont les solutions stationnaires? Une solution stationnaire, par définition, c'est une solution qui n'évolue pas dans le temps. Comme elle n'évolue pas dans le temps, ça veut dire, a fortiori, que la dérivée par rapport au temps de cette solution stationnaire sera nulle. Donc, ce terme-là, ça saute et ça vaut 0. Ce terme-là saute et ça vaut 0. Et ce terme-là saute et ça vaut 0 aussi. Et donc, vous voyez que pour ces trois équations-là qui décrivent des phénomènes complètement différents, l'un en thermique, l'autre en mécanique quantique, l'autre en mécanique des matériaux, eh bien, on a les mêmes états stationnaires. Okay, donc, c'est pour ça que l'équation de Laplace, entre autres raisons, elle est extrêmement importante, parce qu'elle apparaît comme les solutions stationnaires de toutes ces équations-là. Okay, et donc, la différence entre mon équation de Laplace et les trois autres, c'est que dans Laplace, il n'y a pas de temps. C'est une équation purement spatiale, puisque c'est une équation stationnaire. Et dans les autres, on a le temps qui apparaît, et donc c'est une équation d'évolution à chaque fois. Okay, ok, très bien. Alors, je regarde le programme. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Voilà, comment on résout ça maintenant avec un ordinateur? Donc, je vais revenir en dimension 1 et je me dis, bon, c'est très bien toutes ces théories, mais je voudrais, moi, ingénieur en pratique, résoudre l'équation de Laplace en dimension 1. Donc, ce que je vais faire, c'est toujours en dimension 1, 1D, considérer mon équation de Laplace qui est U'' de x égale 0. C'est une équation qui va être satisfaite pour tous les x dans oméga, que je vais prendre comme étant l'intervalle 0, 1. Et ensuite, je vais fixer, comme tout à l'heure, les valeurs U en 0 égale alpha, U en 1 égale bêta. Donc nous, on connaît déjà la solution exacte. Mais mettons qu'on ne la connaît pas. Parce que dans la plupart de cas concrets que l'on rencontre dans la vie, la solution, on ne la connaît pas. Parfois, même, on peut aller plus loin, même si on sait que la solution existe, même si on sait qu'elle est unique, eh bien, il n'y a pas de formule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les fonctions classiques, exponentielles, sinus hyperbolique, tangente, tout ce que vous voulez, pour exprimer la solution. Okay, il y a des exemples très simples de cela. Et donc là, l'analyse numérique, il y a un intérêt également pour ce type de problème. Donc, l'étape, et donc c'est ce qui était demandé dans le TD que vous avez rendu hier soir, eh bien, la démarche de résolution de ce problème, c'est je vais commencer par créer à partir de oméga un ensemble discrétisé, donc oméga discret, qui va être un ensemble de points, okay, qu'on peut initialement juste
supposer qu'ils sont équidistants. Okay. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, supposons qu'ils sont tous équidistants et que la distance entre deux points quelconques, je la note delta x. Okay. Donc là, j'ai un certain nombre de points. Donc ça va être le premier point, x1, ensuite x2. Là, ici, on aurait xj. Là, on aurait xj plus 1. Et je vais supposer que j'ai x grand J point. Okay. Donc j'ai grand J point de discrétisation de l'intervalle oméga. Bon. Moi, mon objectif, quand même, c'est de trouver la fonction U qui satisfait tout ça. Donc, la fonction U, elle est trop parfaite, elle est trop idéale, okay, elle est platonique, je ne la connais pas, je ne la connaîtrai jamais, mais je la cherche. Donc, si je pouvais la voir, je voudrais la connaître partout, idéalement partout. U de x, partout. Mais ça, malheureusement, c'est impossible. Bon. Donc, ce que l'on fait, c'est on va se contenter d'essayer de trouver U au point xj, sur quelques points. Okay. Là, ça serait pour tous les j compris entre 1 et grand J. Ça encore, malheureusement, c'est trop ambitieux. On ne peut pas le faire. Donc, je vais me contenter de connaître UJ, qui va être une approximation de U en XJ. Okay. Et ça, je voudrais les connaître, pareil, pour tous les J dans 1 jusqu'à J. Dans l'intervalle entier, 1 jusqu'à J. Et ça va être OK. Okay. Donc, soyons bien clairs des différences. Cette partie-là correspond à la valeur exacte de la solution au point xj. Tandis que cette dernière chose, le uj, okay, correspond à une approximation plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, de u en xj. Okay. Donc ça, vous l'avez compris, ça, je ne peux pas l'avoir, ça, je ne peux pas l'avoir, ça, par contre, je vais pouvoir le chercher par des méthodes numériques. Okay. Bon. Donc, je me concentre sur les UJ, qui sont une approximation de la valeur exacte de U en XJ. Bon. Maintenant, comment je les trouve? Bon, déjà, si je reprends un peu mon schéma des points, il y a quand même des endroits où j'ai de l'information. Ces endroits sont les bords du domaine. Okay, là, je vais tracer mon petit intervalle oméga. Et moi, quand même, je sais que ma solution U, elle vaut à droite alpha. Là, je sais qu'elle vaut alpha. Pardon, à gauche. Et à droite, je sais qu'elle vaut bêta. Donc ça, c'est une certitude. Cette certitude, elle vient des conditions aux limites, hein, puisque la valeur U en x1, c'est exactement alpha. Donc, quand j'approxime mon U1, okay, qui est l'approximation, eh bien là, c'est exact. Et en fait, ce sont les deux seuls endroits où j'ai une exactitude parfaite. Pareil, si je évalue la solution U au point xj, grand J, ça vaut bêta, et ça, c'est la valeur de U au point grand J. Donc ça, c'est certain. Et maintenant, reste à trouver tous les UJ pour J entre 2 et grand J moins 1. Pour tous les J entre 2 et grand J moins 1. Bon, maintenant, comment on va faire? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser l'approximation par différence finie. Alors, l'approximation par différence finie, elle vient du développement en série Taylor.
Okay, mais bon, vous l'avez déjà compris quand on avait fait le cours sur les EDO, si j'ai une fonction u et que je la dérive en un point x, par définition, ça c'est la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur petit h. C'est la limite du taux d'accroissement. C'est une limite. Par contre, si je prends h petit, eh bien, u' de x est à peu près égal, avec un certain degré d'exactitude selon la petitesse de h, est égal à ça qu'on appelle la différence finie. C'est l'approximation de la dérivée première par différence finie. On peut faire la même chose pour la dérivée seconde. Okay, pour la dérivée seconde, u' de x, eh bien ça va être égal à u de x moins h, je regarde ce qui se passe à gauche, moins 2 fois ce qui se passe au point x en question, plus u de x plus h, c'est-à-dire ce qui se passe à droite. Et le tout, cette fois-ci, non pas divisé par h, mais par h carré. Voilà, ça c'est à peu près égal. Okay, la dérivée seconde, elle est à peu près égale à cette approximation par différence finie. Bon, très bien. Et maintenant, moi, là, je l'ai écrit avec u. Et u, c'est ma solution complète, ma solution exacte. Moi, ce n'est pas ce que je connais. Moi, ce que je veux, c'est une approximation de u' en xj. Et ça, ça va être égal à la chose que je viens d'écrire, mais évaluée en xj. C'est-à-dire que là, on va mettre du j. Là, on met du j et du j. Voilà. Et tout ça, en termes vraiment, parce que là, c'est la solution exacte, évaluée au point j, eh bien, moi, je n'ai pas accès à ça. On a dit, nous, on a accès à une approximation discrète de la dérivée d'ordre 2 de u au point xj. C'est à peu près égal à, si je réécris tout ça en termes de j, eh bien, c'est u du j précédent moins 2 fois u au point j plus u au point j plus 1. Le tout divisé par h carré. En fait, ici, le h, c'est ce que tout à l'heure j'avais écrit delta x, la séparation entre deux points consécutifs. Okay, donc voilà mon approximation de la dérivée seconde en u. Et pourquoi j'en ai besoin? Parce que moi, je veux résoudre Poisson, qui est u' de x égale 0. Donc, je suis en train de remplacer cette équation par un ensemble d'équations qui font intervenir les différences finies. C'est-à-dire que je veux que ça soit égal à 0 pour tous les j qui vont être compris entre 2 et j moins 1. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai remplacé mon équation par un ensemble d'équations. Combien d'équations? Autant que de points entre 2 et j-1, c'est-à-dire j-2. Il y a j-2 équations. Alors, faisons un exemple vraiment très simple avec quelques points seulement. Mettons que j'ai ici 6 points. Alors, donc ça c'est x1, x2, x3, x4, bon, x5 et x6. Voilà. Je suppose qu'ils sont uniformément spacés. Ce que je vais faire du coup maintenant, c'est voir qu'est-ce que j'ai. J'ai une certitude qui est la valeur au bord alpha et au bord bêta. Cette certitude me dit que u en 1 est égal à alpha et que u au point grand J, qui est ici égal à 6, u6 égale bêta. Et maintenant, sur tous les gens de la Terre du milieu, je vais utiliser mon approximation par différence finie précédente. Donc, je vais l'écrire. Je vais vraiment l'écrire. Donc, je sais que
U2 moins 2 fois U3 plus U4 divisé par 1 sur H carré, que je mets en facteur. Ça doit être nul. Ensuite, j'ai 1 sur H carré fois U3 moins 2 fois U4 plus U5 qui doit être nul. OK. Voilà. Et enfin, on a aussi, ouais, en fait, j'en ai oublié une en haut. Je vais la rajouter. Donc, on a que 1 sur H carré de U1 moins 2U2 plus U3 est égal à 0. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que 1 sur H carré de U4 moins 2U5 plus U6 égale 0. Voilà. Donc, U1, je sais que ça vaut alpha. Hein. U1, je sais que ça vaut alpha. Et U6, je sais que ça vaut bêta. Donc, il va falloir tenir compte de tout ça. Donc, quand je prends ce système d'équations et que je le réécris, okay, donc je vais me retrouver avec moins 2U2 plus U3 qui est égal à moins U1 sur H carré. Voilà, sur H carré. Ça, c'est le rose que j'ai passé de l'autre côté. Ici, donc, je vais avoir, à chaque fois, il y a du 1 sur H carré que je mets tout devant. Okay, je le mets devant pour ne pas me trimballer partout. Ensuite, je vais avoir U2 moins 2U3 plus U4 égale 0. U3 moins 2U4 plus U5 égale 0. Et enfin, je passe pareil le U6 de l'autre côté. Je vais avoir que U4 moins 2 U5 égale moins U6 sur H carré. Okay. Et là, ce qu'on a, c'est un système linéaire. Un système linéaire où il y a une matrice qui est moins 2, 1, 0, 0. Donc, ça, c'est U2, U3, U4, U5. On a 1, moins 2, 1, 0. Il n'y a pas de U2. Il y a 1 U3, moins 2 U4, U5. 0, 0, 1, moins 2. Fois le vecteur des inconnus qui sont U2, U3, U4 et U5. Et tout ça doit être égal au vecteur moins U1 qui vaut alpha sur H carré, 0, 0, moins bêta sur H carré. Et là, comme tout à l'heure, j'avais oublié le H carré, donc je le remets devant. OK, donc là, vous voyez que résoudre cette équation en dérivée partielle avec ces conditions limites revient à résoudre un système linéaire dont l'inconnu, c'est le vecteur grand U à U égale B. Okay. Donc, ce que vous avez appris avec Winston quand vous étiez en première, deuxième année, c'était ça, c'était le système linéaire. Et vous savez qu'un système linéaire comme ça va pouvoir être résolu si la matrice A est inversible, okay, auquel cas la solution U sera égale à A-1 B. Bon, sachez qu'en pratique, quand on doit résoudre des systèmes linéaires, on ne fait jamais l'inversion de la matrice, on utilise d'autres méthodes d'algèbre linéaire. Mais voilà, grosso modo, c'est exactement A-1 B. Okay. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans la démarche des différences finies, on a un problème différentiel avec des conditions limites. On discrétise l'équation en utilisant les approximations par Taylor qui nous donnent les différences finies. Et ensuite, on les exploite. On exploite les relations entre les dérivés. On met tout ensemble. Ça nous fait un système linéaire que l'on va chercher à résoudre. Et quand j'aurai résolu ce système, qu'est-ce que j'obtiens?
Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens ma solution recherchée. C'est-à-dire que je vais avoir ici le point alpha, le point bêta, et au milieu, les points qui relient ma fonction. C'est ce que j'obtiens. Okay, donc ça, ces points-là, c'est le vecteur U, okay, que je recherchais tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Donc, il suffit d'enlever le mute de votre microphone. Non? Ok. Si, juste pourquoi le h carré il est en bas? Juste, tu pouvais remonter 2 secondes. Pourquoi le h carré il est en bas? Parce que dans Ouais. l'approximation de la dérivée seconde, Ouais, il est en bas, il est en bas. attention au h carré. Et du coup, ouais. Ouais, non, c'est bon. C'est moi. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, c'est pas réellement une question, mais est-ce que vous pourrez nous faire un PDF de ça et nous l'envoyer, s'il vous Bien plaît? sûr. Oui, bien sûr. C'est Parfait, qui, du merci. coup, Etregentlich bin? C'est Noé. Ah, d'accord, super. Oui, oui, Noé, je vous enverrai tout ça. Parfait. D'autres questions? Non, on dirait que tout est clair. Moi, j'ai pas très bien compris. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. J'ai pas très bien compris du coup la condition de Neumann. Donc, Ok, donc la condition de Neumann, c'est une condition de flux. Ok. Alors, où est-ce que je l'ai écrite? Je l'ai écrite là. Donc, j'ai le domaine, oméga, j'ai la frontière. Et moi, ce que je dis, c'est que à travers la frontière, il peut y avoir des pertes. Hein, donc, à différence de la condition de Dirichlet où je dis la solution est collée sur cette fonction g, pour la condition de Neumann, j'impose un flux. Ce flux, il est donné par la dérivée normale, qui est cette chose verte ici. ouais. Là, je l'ai mise à 0, c'est un cas particulier, mais ça peut être égal à autre chose. Okay, là, quand je mets dérivée normale de u par rapport à dérivée normale de u égale à 0, je dis que la frontière est parfaitement isolante. Ouais. Ou qu'est-ce que tu n'as pas compris de... C'est juste en dessous, la ligne, descendez un peu. Ouais, voilà. Quand on mettait delta U sur delta V, non, ouais, c'est bon là. Il y a là quelque chose, je comprends pas enfin, pourquoi vous écrivez ça? Est-ce que vous pouvez redire? Oui, donc le quelque chose, c'est la physique qui me l'impose. Okay, enfin, c'est le problème que je cherche à résoudre. Dans mon exemple que je fais, je prends l'équation de Laplace en dimension 1 et je dis que la condition à gauche, c'est que le flux soit égal à alpha et qu'à droite, c'est-à-dire en x égale b, soit égal à bêta. Parce qu'en fait, le bord, tu vois, le bord, comment je peux faire ça? Le bord ici, il est composé de deux morceaux. Donc ce bord, il est en A et il est en B. Donc je vais avoir deux équations qui sont celle-ci et celle-ci. Ok. Donc c'est pour ça que là on a des U', tout à l'heure on avait des U normes. Ok, c'est bon. Ok. Ouais. Moi j'avais une autre question. Ah, attends. C'est si vous pouviez représenter qu'est-ce que c'était U de xj sur notre schéma en 1D, tout en bas. On a fait l'exemple. Voilà là. U de xj, je sais pas comment on le représente. Enfin, c'est quoi concrètement? D'accord. Si vous vous souvenez par exemple de ce qu'on avait fait avec Euler, ok, mettons que je cherche la fonction telle que y' de x égale à y de x et y en 0 égale 1. La solution de cette équation différentielle, c'est l'exponentielle. Ça, c'est le u. Si je prends un point xj, ici, u en xj, c'est cette valeur-là. C'est la valeur exacte de la solution au point xj. Mais moi, quand je fais mes méthodes numériques, je prends une condition initiale, j'avance un peu un temps, et selon la qualité de mon pas, parfois il y a une erreur. Tu vois?
je ne suis pas pile Ah, à ouais, ouais. l'endroit où il faudrait que je sois. Il y a une erreur ici. Et le UJ, c'est le bleu qui est là. Ok, d'accord, ok. C'est bon, je vois. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Donc, on va finir avec je vais vous expliquer un petit peu l'EDM que vous avez à faire. Donc, l'EDM que vous avez à faire, il y a deux équations. Une première équation qui est la sœur de Laplace, qu'on appelle l'équation de Poisson. Donc, c'est moins Laplacien de U égale F. Okay. Donc, au lieu que ça soit égal à 0, c'est égal à F. Et vous avez un premier exemple d'équation d'évolution qu'on appelle l'équation transport, où il y a ceci. Okay. Donc, la différence, c'est que ici, c'est purement spatial, et ici, c'est spatio-temporel. Bon. Ça veut dire que les domaines vont être différents. Alors, si je suis en dimension 1 d'espace à gauche, eh bien, oméga, c'est un intervalle 0, 1, par exemple. Si je suis dans un domaine spatio-temporel, eh bien, le domaine va être égal à un certain intervalle de temps, par exemple 0t, croix oméga. Hein? Je suis dans un cylindre. Donc là, ici, j'étais juste sur un intervalle oméga, tandis que là, pour chaque oméga, j'ai un intervalle de temps qui me fait un cylindre comme ça. Okay. Donc ça, c'est l'intervalle de temps 0t. Donc tout ça, c'est d. Okay. C'est votre domaine spatio-temporel. Donc ça, c'est en dimension 1. Si je suis en dimension 2, bon, mon oméga, c'est un patatoïde. Et là, quand je suis en dimension 2 d'espace, j'ai le oméga, mais j'ai aussi l'évolution de oméga au cours du temps. Okay. Ça va me faire du coup un cylindre aussi, où il y a mon patatoïde qui est soulevé dans la direction du temps là-bas. Et donc, le tout à l'intérieur, c'est mon domaine D, mon domaine spatio-temporel. Okay. Voilà, bon, vous avez compris. Donc ça, c'est le D. C'est le produit cartésien du temps avec oméga. Okay. Là, du coup, quand on fait du temps, il va y avoir une discrétisation supplémentaire en temps. Alors du coup, la fonction pour le transport, c'est une fonction qui dépend à la fois du temps et de l'espace. Donc, comme l'équation de transport fait intervenir une dérivée partielle par rapport au temps et une dérivée partielle par rapport à l'espace, eh bien, je vais avoir des différences finies. Et donc, sur deux aspects, donc je vais dire que la fonction u à l'instant tn et à la position xj va être approchée par le point ujn. Okay. Donc, c'est cette chose qui est importante à bien comprendre. Donc, je dis que ujn, c'est l'approximation de la solution u au point tn et xj. Donc, quand je fais la différence finie de la dérivée en temps, ce que j'avance, c'est le n. Donc ça va faire u au point j à l'instant suivant, moins u au point j, pardon, oui c'est ça, moins u au point j à l'instant n, le tout divisé par delta t, plus c, fois, là c'est la dérivée par rapport à x, donc je fais u j plus 1 au même instant de temps, moins uj n, le tout divisé par delta x. Okay. Donc ça, c'est la dérivée en temps. Et ici, on a la dérivée en espace. Bon, je vais choisir une autre couleur que vert, genre bleu. Et ça, c'est ça. Okay. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Maintenant, comme c'est un domaine spatio-temporel, eh bien, je vais devoir discrétiser à la fois en espace et en temps. Okay. Donc là, je peux par exemple dire que ça, c'est mon domaine oméga. Okay. C'est l'intervalle, par exemple, 0,1. Croît le temps. Donc là, il va y avoir un intervalle temporel.
Donc ça, c'est l'intervalle 0, grand T. Donc il va de 0 jusqu'à grand T, qui est le temps. Et voilà, donc quand je discrétise en espace, comme tout à l'heure, je vais avoir ici mon x1, mon x2, mon x3, x4, x5, x6, jusqu'à xj, grand J. Donc là, j'ai un x petit j. Et je fais la même chose pour le temps, c'est-à-dire que je vais découper des tranches de temps espacées, par exemple, uniformément par delta t. Donc là, il y a delta t qui est entre les deux. Et donc ça, c'est mon temps initial, t1. Ensuite, il y a le temps 2, le temps 3, jusqu'à arriver au temps t grand N. Et quand je suis en xj, okay, quand je suis en xj, eh bien là, je peux suivre le long de cette droite, j'ai des points. Et tous les points qui sont là, par exemple, si là je suis à l'intervalle, à l'instant tn et au point j, eh bien le point qui est là, c'est le point UJN. Okay, voilà. Donc, si je reprends mon schéma de différence finie, comme d'habitude, il faut partir de la certitude que l'on a. Nous, ici, on a deux certitudes qui sont la condition initiale et les conditions limites. Donc, par exemple, je pourrais considérer le problème suivant, c'est donc toujours le même, dérivé par rapport au temps, plus un c qui est la vitesse de transport, fois dérivé par rapport à x égale 0. Une condition initiale qui me dit u à l'instant initial x, c'est une certaine fonction que je peux appeler h de x, c'est ma condition initiale. Et enfin, je dis que u au bord, là ici le bord c'est 0 et 1, okay. Pour tous les instants de temps en 0, par exemple je peux dire qu'elle vaut 0, et que u pour tous les instants de temps en x égale 1, elle vaut par exemple 3. Okay, donc ça, ce sont les conditions au bord, ces deux-là. Là, du coup, on va colorier les choses. Cette condition-là, elle me dit combien vaut la fonction ici, sur le bord, où x égale 1. Tandis que la condition qui est là me donne la valeur de u sur le bord en bas. Et la condition initiale que l'on va mettre en vert, qui est là, me dit combien vaut u ici. Donc, je connais la valeur de u sur les bords. Il faut juste que je sache quelle est la valeur de u à l'intérieur du domaine, c'est-à-dire dans tous les points qui sont là. Donc là, sur les bords, je connais la valeur sur ces points-là. Mais c'est surtout sur les points intérieurs que je cherche la fonction u. Okay. Donc, pour les trouver, eh bien, on va exploiter les différences finies, le schéma. Et en fait, vous voyez, comme je connais ce qui se passe à gauche, je vais essayer d'avancer en temps. Je vais essayer d'aller dans ce sens. Oups, trop grand. Je vais aller essayer de propager les informations de gauche à droite. OK? Donc, si je reprends le schéma aux différences finies de tout à l'heure, c'était lui. Donc, copier, coller. Et là, vous avez des informations sur le passé et sur le futur. Quelle est l'information sur le futur? Lui. Pourquoi? Parce que c'est du n plus 1. C'est le futur. Tandis que tout le reste, c'est du passé. Ça, c'est du passé, c'est du n. Ça, c'est du passé, c'est du n. Et ça, c'est du passé, c'est du n aussi. Si je regarde une grille de points, voilà, là, c'est du x, là, c'est du t. Ça, c'est le point J. Ça, c'est le point J-1. Pardon, J plus 1. Oh, c'est un peu trop gros. Je vais le diminuer un peu la taille. Voilà. J plus 1. Et ça, c'est le point J-1. Donc, J-1. Et donc, j'ai besoin de ces trois-là.
voyez, c'est les violets. C'est UJN, donc je suis à l'instant N, et là, c'est l'instant N plus 1. Donc ici, ça, c'est le point UJ-1 N. Ça, c'est le point UJN, et ça, c'est le point UJ plus 1 N. Et moi, je cherche le futur, donc je cherche lui, UJ à l'instant suivant. Et donc là, vous voyez que ça vous fait une espèce de T couché, qui vous dit, tu dois connaître ces trois-là pour pouvoir avancer en temps. Est-ce que du coup, c'est faisable? Donc, je regarde. Eh bien, oui, parce que là, sur mon diagramme, regardez, le premier point que je cherche, c'est lui. Bon. Et du coup, je me pose la question, est-ce que pour le connaître, j'ai le T qu'il faut? Oui, parce que j'ai la condition initiale et le bord. Et ensuite, on va pouvoir le propager un petit peu. Alors, je vais essayer de le faire par ici. Voilà. Donc, pas assez grand. Voilà. Donc, lui, je peux le connaître. J'ai les trois. Lui, je peux le connaître. Lui, je peux le connaître. Lui aussi. Lui aussi. Lui, je le connais déjà parce que c'est le bord. Et ensuite, pareil. Puisque je connais tous les gens qui sont dans cette file, la deuxième, eh ben, je peux avancer. Je peux connaître lui, je peux connaître lui, je peux connaître lui. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une double boucle en espace et en temps pour connaître tout le monde au fur et à mesure. Des questions? Monsieur, Oui. ça n'a pas de rapport avec l'EDM, mais j'ai pas trop bien compris comment on faisait avec la méthode implicite. C'est-à-dire, une fois, il nous faut celui avant pour avoir les trois d'après. C'est ça. Donc, pour une méthode implicite, pensez par exemple à Euler implicite. Donc, Euler, ça me dit que pour une équation différentielle de la forme y' égale f de y, avec condition initiale y en 0 égale y0, y de n plus 1 égale f de yn, avec un h devant, et yn, plus h fois ça. Donc là, le futur, il est donné entièrement en fonction du passé. Donc, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du explicite. OK? L'implicite, c'est lorsque le futur apparaît à droite et à gauche. Donc là, c'est du passé, plus h fois f du futur. Là, pour le coup, ça, c'est du passé, mais par contre, ça et ça, c'est du futur. Donc ça, c'est implicite. En fait, l'inconnu, c'est bien le y de n plus 1. C'est une inconnue, donc on peut l'appeler x. X égale une certaine fonction, grand F, de x. Et ça, c'est, dans ce cas très particulier, c'est une équation de point fixe. Mais en fait, c'est une équation qu'on peut résoudre. Hein. C'est du genre x égale x carré moins 3x. Donc, c'est une équation qu'il faut résoudre. Et donc, la différence entre implicite et explicite, c'est que dans l'explicite, je fais juste une boucle en temps et en espace, ou juste en temps si c'est une EDO, et on avance. Tandis que dans l'implicite, pour pouvoir avancer, c'est-à-dire pour pouvoir avoir la valeur du futur, j'ai besoin de résoudre une équation où l'inconnu, c'est justement cette valeur que je cherche. Okay, donc, quel est pourquoi se casser la tête à faire ça? Eh bien, c'est que dans le cas explicite, on peut avoir des problèmes d'ordre de la méthode. C'est-à-dire que si je veux une meilleure précision, une méthode explicite va nécessiter de faire un pas très très petit. Okay, un pas très très petit, donc c'est coûteux et ça peut rallonger les calculs. Donc c'est ce que je vous dis souvent, hein, c'est on n'a rien sans rien. Et voilà, j'aurais dû me mettre comme ça plutôt. Pourquoi c'est bloqué? Je comprends pas. Ah oui, c'est bon. Ok. Donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, c'est qu'on n'a rien sans rien. Donc la méthode explicite, elle est simple, donc c'est sympa, mais elle peut perdre en précision si la fonction varie vite. La méthode implicite,
Elle suppose de résoudre une équation à chaque étape, mais justement, elle va être, par exemple, on va voir dans les conditions de stabilité, indépendante des conditions de stabilité. Donc, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Okay. L'implicite, il faut juste savoir que à chaque itération, à chaque étape, on doit se taper une résolution d'équation comme celle qui est là. X égale x carré moins 3x. OK? C'est bon? C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Bah écoutez, c'est très bien. Ça, je vais vous l'envoyer par mail. Et puis, la prochaine fois, du coup, si je reviens du coup à mon programme de ce qu'on est censé faire, voilà, donc là, on a fait l'équation de Laplace, l'équation de Poisson. Je vais vous montrer aussi un petit peu à quoi ressemblent les solutions de l'équation de Poisson. Par exemple, ici, lorsque je prends une force constante et que je fixe la frontière au bord, pardon, je fixe la solution au bord. Donc, c'est une espèce de membrane qui est fixée au bord, une sorte de tambour, sur laquelle je vais venir en bas appliquer une force partout égale à 1. Okay, donc, partout égale à 1, la membrane se déforme comme ça. Évidemment, la force, elle peut dépendre de x et y aussi. Et dans ce cas-là, la membrane, elle est déformée de manière différente parce qu'on vient pincer par ici, mais on vient pincer par le haut par ici. Mais dans tous les cas, elle est fixée au bord. Okay. Et voilà, par exemple, on peut se poser qu'est-ce qui se passe avec des conditions de Neumann, par exemple. Et là, vous voyez, il me dit, la solution peut ne pas être unique. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait donc, pour l'équation de Neumann, tout à l'heure en dimension 1, on avait trouvé que, je ne sais pas si on l'avait trouvé avec vous d'ailleurs, parce que parfois je confonds les groupes, on avait trouvé que la solution, elle était n'importe quelle constante. Non, peut-être que je ne l'ai pas fait avec vous du coup. Ah si, voilà, ça. Ça. Donc là, vous voyez, ça m'impose que C1 soit égal à alpha et que C2 soit égal à et que C1 soit égal à bêta. Si je pose alpha égale bêta égale 0, c'est-à-dire que je cherche des conditions de Neumann homogènes, alors ça force que C1 est nul. Donc la solution, c'est U de x égale C2. Et il n'y a aucune condition sur C2. C'est-à-dire que n'importe quelle fonction constante, et là vous voyez qu'il y a une infinité de fonctions constantes, c'est tous les petits intervalles qui sont l'un aussi sur l'autre, n'importe quelle constante est solution de l'équation de Laplace avec condition de Neumann homogène. Ah, donc si j'impose des conditions de Neumann homogènes, ça me dit que la solution elle est constante, eh bien il y a une infinité de constantes. Donc là, avec ces conditions-là, je n'ai pas d'unicité de la solution. La solution n'est pas unique. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans Mathematica, quand je lui demande de résoudre cette équation. Donc je lui dis, bah, vas-y, résous cette équation-là. Il me dit, je ne peux pas. Peut-être que la solution n'est pas unique. Il peut y avoir d'autres problèmes, d'autres raisons pour lesquelles la solution ne peut pas être trouvée numériquement, ou alors il faut raffiner. Enfin, il y a plein de subtilités. Mais voilà, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Okay. Voilà, donc pour l'EDEM, c'est pour le 30 mars. Okay. Il faut juste être rigoureux. Dans MATLAB, il faut être rigoureux. Et ça, c'est vraiment un exercice que vous devez faire de vous-même, de vous dire, bon, OK, tant que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas le coder. L'ordinateur, c'est un excellent test parce que l'ordinateur est implacable. Avec la rigueur, il est vraiment implacable. Quand vous ne dites pas les choses comme il faut, eh bien, il ne voudra pas tourner. Tov. Bon, bah écoutez, portez-vous bien, sauf s'il y a des questions supplémentaires avant que je close le meeting. Oui? Non? Pas de questions?
vois qu'il y a le chat. Ouais, c'est moi, mais c'était une question pour le DM. Mais je sais pas si juste c'est quoi les coefficients pour le DM, enfin pour le DM et pour le reste, enfin, par rapport aux autres trucs. Comment ça, les coefficients par Genre, on rapport au n'aura pas DM? du coup de. Il y avait une interrogation de prévue normalement si on n'était pas confiné. Enfin, est-ce que ça Ah, remplace quoi les DM? si, bien sûr, ça remplace Alors ça, je vous conseille de poser la question spécifique à François Stéphan qui va Ouais, décider des coefficients, ok. mais oui, clairement, en fonction de la durée du confinement, mais qui à mon avis va être longue, Ouais, je pense, ouais. ça va, oui, on va vous noter sur ça, oui. Ok. Donc déjà, vous allez avoir une note sur le DM que vous avez rendu hier soir. Vous Mhm. aurez une note sur le DM à rendre pour le 30 mars. Et on verra si on fait des tags ou des choses comme ça sur Moodle. Ok, très bien. Ça va. Très bien. Bah, c'est bon pour moi en tout cas. Bonne journée. Ok. Bonne journée. C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être là. Je vois qu'il y a encore un message dans le chat. Il y a quoi dans le chat? Merci. Bon, bah merci à vous. Portez-vous bien et à bientôt.